22 mai. Une allongée d'eau libre de 500 mètres de long court le long de la grève. Le vent y distribue ses gifles. Au-delà de la ligne d'eau, les grumeaux de glace flottent, poussés par le vent d'ouest. Les plaques se désagrègent dans un crépitement de sucre imprégné de champagne. Le lac a libéré un parfum de sexe. Ceux qui creusent, ceux qui percent, ceux qui cassent, ceux qui malaxent et fouissent, ceux qui possèdent des pinces, ceux qui jouent de la foreuse, ceux qui se servent de grattoirs, de rostres, de trompes, ceux qui rampent, ceux qui marchent, ceux qui volent et ceux qui se jugent sur le dos d'un plus fort, ceux qui imitent ou ceux qui se griment, ceux de la nuit, ceux du jour et ceux du crépuscule, ceux qui voient, ceux qui sentent, tous sortent de la torpeur et viennent assister à la libération de l'eau comme ces amis qui accueillent un détenu le jour de la sortie de cellule. Malgré le grand sommeil, ils n'ont pas oublié les gestes et les réflexes. Le peuple des insectes va envahir les bois et je me sens moins seul. En cabane, on vit à l'heure contre-révolutionnaire. Ne jamais détruire, se dit l'ermite barésien, mais conserver et continuer. On cherche ici la paix, l'unité, le renouement. On croit au cycle des retours. À quoi bon la rupture puisque tout passera et que tout reviendra? La cabane a-t-elle un sens politique? Vivre ici n'apporte rien à la communauté des hommes. L'expérience de l'ermitage ne verse pas son écho à la recherche collective sur les moyens de faire vivre les gens ensemble. Les idéologies, comme les chiens, restent au seuil de la porte des ermitages. Au fond des bois, ni Marx, ni Jésus, ni ordre, ni anarchie, ni égalité, ni injustice. Comment l'ermite, préoccupé seulement de l'immédiat, pourrait-il se soucier de prévoir? La cabane n'est pas une base de reconquête, mais un point de chute. Un havre de renoncement, non un quartier général pour la préparation des révolutions. Une porte de sortie, non un point de départ. Un carré où le capitaine va boire un dernier rhum avant le naufrage. Le trou où la bête panse ses plaies, non le repère où elle fourbit ses griffes. 23 mai. Cette nuit à 3 heures, des aboiements me précipitent hors de la cabane, le lance-fusée au poing. Un ours rôde sur la plage. À l'aube, ses traces sur le sable gris. L'eau continue à remporter des victoires. Ce matin, elle s'étend sur une dizaine de kilomètres de large entre les glaçons et ma rive. Le vent pousse le radeau de glace vers le large. Le soleil éclaire la charpie alors que la rive demeure dans l'ombre. Les premiers rayons entrent dans la cabane et dansent sur le parquet. Pas de spectacle plus joyeux. Le soleil me fête comme le font les chiens. Pendant la journée, l'œil fait moisson de ces images que le rêve cuisinera. Selon Kierkegaard, dans son traité du désespoir, l'homme connaît 3 âges. Celui de la jouissance esthétique et donjuanesque, celui du doute faustien, celui du désespoir. Il faudrait ajouter l'âge du repli dans les bois, comme juste conclusion, tirée des 3 temps précédents. Autour du cou, je porte une petite croix orthodoxe. Elle brille au soleil lorsque je fends le bois torse nu. Dans mon rêve d'enfance, un Robinson des bois à barbe blonde ne pouvait se passer de la croix du Christ sur le poitrail. J'aime cet homme qui pardonnait aux femmes adultères, marchait sur les routes la bouche pleine de paraboles pessimistes, conspuait les bourgeois et s'en fut se suicider au sommet d'une colline où il savait que l'attendait la mort. Je me sens de la chrétienté, ces étendues où des hommes, décidant de vénérer un Dieu qui professait l'amour, autorisèrent la liberté, la raison et la justice à envahir le champ de leur cité. Mais ce qui me retient, c'est le christianisme, ce nom que l'on donne au tripatouillage de la parole évangélique par un clergé, cette alchimie de sorciers à tiare et à clochette qui ont transformé une parole brûlante en code pénal. Le Christ aurait dû être un dieu grec. 24 mai. Cette nuit, j'ai rêvé d'une attaque d'ours. Ils sautaient sur le toit de la cabane. Ils étaient aussi agiles que des chats et élancés comme des lévriers afghans. Passablement épouvantable. Je soupçonne l'odeur d'algues nouvellement répandue dans l'atmosphère d'influencer mes rêves et de les tirer dans des parages gothiques.
Une escadrille de fuligules morillons se pose sur un pan d'eau ouvert entre trois immenses festons de glace. Ils décollent en formation parfaite dans la direction de la Mongolie. Un couple de harles se plaît dans ma baie. Je passe des heures, l'œil aux jumelles, à détailler leurs crêtes de punk. Des harlequins plongeurs atterrissent plein gaz dans un canal étroit. Les canards sont sapés comme pour le bal, et lorsqu'ils s'envolent, ils ont sacrément l'air de savoir où ils vont. À 8 heures tous les soirs, les rayons de soleil parviennent à se glisser dans une échancrure de crête, au sud, et à tirer une longue coulée de lumière rousse sur le velours des épineux. Savoir si Dieu ou le hasard est responsable de cette beauté m'importe peu. Faut-il connaître la cause pour jouir de l'effet? Le soir, je dîne dehors devant un feu de bois construit sur la plage. Puis je reste à regarder les flammes avec les chiens, les mains au chaud dans leur fourrure, jusqu'à ce que la lune, par-dessus la montagne, donne le signal d'aller se coucher. 25 mai. Je passe des heures à fumer dans mon hamac au sommet de l'éminence, les chiens à mes pieds. À Paris, les miens me croient aux prises avec le froid sibérien, ahanant comme un sourd sur mon billot pour fendre le bois dans le blizzard. Le lac. Un vitrail d'albâtre dont les jointures seraient de plomb bleuté. Les squames de glace glissent vers le sud. Couché dans l'air tiède, j'assiste à la transhumance. Entre chaque plaque, la couleur de l'eau varie d'heure en heure. 2 tadornes volent au-dessus de cette lèpre. Faut-il qu'ils aient le feu aux trousses ou un rendez-vous crucial pour fuser à ce point? Comment peut-on préférer mettre les oiseaux dans la mire d'un fusil plutôt que dans le verre d'une jumelle? 26 mai. Les hommes qui ressentent douloureusement la fuite du temps ne supportent pas la sédentarité. En mouvement, ils s'apaisent. Le défilement de l'espace leur donne l'illusion du ralentissement du temps. Leur vie prend l'allure d'une danse de Saint-Guy et ils s'agitent. L'alternative, c'est l'ermitage. Je ne me fatigue pas de détailler mon paysage. Mes yeux en connaissent chaque repli et les fouillent pourtant, tous les matins, avec avidité, comme s'ils les découvraient. Mon regard cherche 3 choses. Repérer de nouvelles nuances dans ce tableau 1000 fois observé, approfondir l'idée que ma mémoire s'en faisait et confirmer que le choix était bon de s'installer ici. L'immobilisme me contraint à cet exercice d'observation virginale. Si je ne m'y force pas, je laisse place à l'envie d'aller voir ailleurs. On ne se lasse pas de la splendeur. Vieux principe sédentaire. De quoi se plaindre d'ailleurs? Les choses sont moins figées qu'elles n'y paraissent. La lumière nuance la beauté, la métamorphose. Celle-ci se cultive et jour après jour se renouvelle. Les voyageurs pressés ont besoin de changement. Ils ne trouvent pas suffisant le spectacle d'une tache de soleil sur un talus sablonneux. Leur place est dans un train, devant la télévision, mais pas dans une cabane. Finalement, avec la vodka, l'ours et les tempêtes, le syndrome de Stendhal, suffocation devant la beauté, est le seul danger qui menace l'ermite. 27 mai. Il me faut 7 heures de peine sur une arête en miettes, couverte de pins nains, de lichens spongieux et de schiste, pour gagner le sommet de 2000 mètres qui couronne l'amont de ma vallée blanche. De l'autre côté, l'envers de mon monde. L'autre côté, toujours, est une promesse. On y jette un coup d'œil comme on jette un filet, pour ancrer la certitude d'aller y voir un jour. Une fois redescendu, le serment vit en nous. Une part du regard est restée en haut. Les chiens couchés l'un près de l'autre sur les pierres du sommet fixent le paysage. Ils le contemplent. J'en mettrai ma main au feu. Pauvres en monde, les petits chiens, Herr Heidegger? Non, mais rétrécis au plus juste de ce qu'ils connaissent, vouant parfaite confiance à l'instant et faisant fi de toute abstraction. Le courage du chien. Il regarde ce qui surgit devant lui, sans se demander si les choses auraient pu se passer autrement. Je pense à ces efforts de l'homme pour dénier toute conscience aux animaux. Des milliers d'années de pensée aristotélicienne, chrétienne et cartésienne nous cadenassent dans la certitude qu'une marche infranchissable nous sépare de la bête. Elle serait sans morale. Ses actes se trouveraient dénués d'intentionnalité, même dans les gestes altruistes dont elle se montre capable. Elle vivrait sans soupçon de sa propre finitude.
Adaptée à son environnement, elle ne saurait s'ouvrir à la totalité de la réalité. Elle resterait inapte à concevoir le monde, elle ne serait qu'une pauvre volonté sans représentation. Enchaînée à l'immédiat, ne pouvant rien transmettre, elle se priverait d'histoire et de culture. Et les philosophes d'asséner qu'on n'a jamais vu un singe tirer une lecture symbolique d'une scène naturelle, ni exprimer un jugement esthétique. Pourtant, au fond des bois, il est troublant le spectacle des bêtes. Comment être certain que la danse des moucherons dans le rayon du soir n'a pas une signification? Que savons-nous des pensées de l'ours? Et si le crustacé bénissait la fraîcheur de l'eau, sans aucun moyen pour lui de nous le faire savoir, et sans aucun espoir pour nous de le déceler? Et comment mesurer les émois des passereaux lorsqu'ils saluent l'aurore sur les plus hautes branches? Et pourquoi ces papillons dans la clarté du midi ne connaîtraient-ils pas l'intensité esthétique de leur chorégraphie? Le jeune oiseau n'a aucune représentation des œufs pour lesquels il construit un nid, ni la jeune araignée de la proie pour laquelle elle tisse une toile. Schopenhauer. Mais qu'en sais-tu, Arthur? D'où tiens-tu ta science en la matière? De quelle conversation avec quel oiseau t'es-tu pénétré pour avancer pareille certitude? Mes deux chiens se tiennent face au lac, clignant des yeux. Ils goûtent la paix du jour, leur bave est action de grâce. Ils sont conscients du bonheur de se reposer là, au sommet, après la longue grimpée. Heidegger tombe à l'eau, et Schopenhauer aussi. Plouf, la vieille pensée. Je regrette qu'un philosophe, héritier de l'humanisme, cet onanisme de l'esprit, n'assiste pas à l'oraison silencieuse, prononcée par deux chiots de 5 mois, devant une faille de 25 millions d'années. Retour au lac. Il grince dans la paix du soir. La glace prend congé, on comprend qu'elle gémisse. 28 mai. Je passe la journée dans le guide ornithologique de l'édition de Lachaud et Niestlé. 848 espèces et 4000 dessins. Ce livre est un bréviaire consacré à l'ingéniosité du vivant, aux infinies subtilités de l'évolution, une célébration du style. Même le plus sophistiqué des urbains, qui verrait dans les oiseaux de stupides automates au regard de maniaques, soumis au hasard des vents, s'inclinera devant l'audace des livrées du faisan, du lagopède ou du tadorne. J'essaie d'identifier chacun des visiteurs du ciel. Nommer les bêtes et les plantes, d'après les guides naturalistes, c'est comme reconnaître les stars dans la rue, grâce aux journaux People. Au lieu de « Oh, mais c'est Madonna !» on s'exclame « Ciel, une grue cendrée !» 29 mai. Je sors toujours une fusée à la main pour le cas où un ours rôderait dans la forêt. Le monde sauvage commence sitôt passé la porte. Chez moi, il n'y a pas de transition, c'est-à-dire de jardin. Un seuil existe, certes, il est constitué d'une planche de bois, sas ténue entre l'univers civilisé et la forêt dangereuse. Cerfs, lynx et ours vaquent près de la cabane. Les chiens dorment derrière la porte. Les mouches vrombissent sous l'auvent. Les royaumes se jouxtent. La cabane est un îlot de survie humaine en territoire édénique et non une implantation de pionniers voués à bonifier la terre. Les Cosaques du Tsar, lors de la conquête sibérienne, bâtissaient des camps retranchés. Ils enfermaient une église, un dépôt d'armement et quelques bâtiments derrière une palissade de pins taillés en pointe et donnaient le nom d'Ostrog à ces postes. L'enceinte les protégeait d'un monde extérieur qui ne perdait rien pour attendre. S'ils étaient là, c'est qu'ils rêvaient de transformer la taïga. Dans un ermitage, on se contente d'être aux loges de la forêt. Les fenêtres servent à accueillir la nature en soi, non à s'en protéger. On la contemple, on y prélève ce qu'il faut, mais on ne se nourrit pas de l'ambition de la soumettre. La cabane permet une posture, mais ne donne pas de statut. On joue à l'ermite, on ne peut se prétendre pionnier. L'ermite accepte de ne plus rien peser dans la marche du monde, de ne compter pour rien dans la chaîne des causalités. Ses pensées ne modèleront pas le cours des choses, n'influenceront personne. Ses actes ne signifieront rien. Peut-être sera-t-il encore l'objet de quelques souvenirs. Quelle est légère cette pensée, et comme elle prélude au détachement final. On ne se sent jamais aussi vivant que mort au monde. La lune rousse est montée dans la nuit. Son reflet dans les éclats de banquise, une hostie de sang,
sur l'autel blessé. 30 mai. Aujourd'hui, j'ai écrit des petits mots sur le tronc des bouleaux. Bouleau, je te confie un message, va dire au ciel que je le salue. L'écorce est aussi agréable sous la plume du stylo que le papier vélin. Certains zecs ont couché leurs souvenirs sur la peau de ces arbres. Ensuite, je fais des ricochets, puis j'essaie de m'améliorer au lancer de couteau sur une vieille planche de bois. Ce que c'est que d'avoir du temps libre, tout de même. 31 mai. Le versant des montagnes, haut de 1500 mètres, se prolonge d'autant jusqu'au fond du lac. Ma cabane occupe une mince rupture de pente exactement à mi-chemin de ce fil développé sur 3 km. J'habite en équilibre entre une paroi et un gouffre. Les eaux de la rivière ont enfin crevé la banquette de glace de la grève. La jonction est opérée. Les torrents caracolent jusqu'au lac. Ils font le bruit de la vie qui descend à la fête. Les rivières sabrent la forêt. Un couple d'eiders prend les eaux en face du cap. Quand 2 plaques de glace à la dérive menacent de le prendre en étau, il décolle vers un autre plan libre. Une allégorie de l'exil. Parfois, mon regard s'attarde sur un pan d'eau vide où 2 canards se posent soudain, comme si une prémonition trouvait son exaucement. Comme lorsque l'œil découvre dans un livre la phrase que l'esprit attendait depuis longtemps sans réussir à la formuler. Les premiers capricornes sont arrivés. Ils volent lourdement dans la clairière et s'abattent sur les billots. Je ressens de l'affection pour ces insectes. Leurs longues antennes noires, déjetées vers l'arrière, frôlent leur carapace de jais. Ils courent maladroits sur les écorces de pin. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour vrai ne serait-il pas d'aimer ce qui nous est irrémédiablement différent? Non pas un mammifère ou un oiseau, qui sont encore trop proches de notre humanité, mais un insecte, une paramécie. Il y a dans l'humanisme un parfum de corporatisme, reposant sur l'impératif d'aimer ce qui nous ressemble. L'homme se doit d'aimer l'homme, comme le chirurgien dentiste aime les autres chirurgiens dentistes. Dans la clairière, j'inverse la proposition et tente d'aimer les bêtes avec une intensité proportionnelle au degré d'éloignement biologique qu'elles entretiennent avec moi. Aimer, c'est reconnaître la valeur de ce qu'on ne pourra jamais connaître, et non pas célébrer son propre reflet dans le visage d'un semblable. Aimer un papou, un enfant ou son voisin, rien que de très facile, mais une éponge, un lichen, une de ces petites plantes que le vent malmène, voilà l'ardu, éprouver une infinie tendresse pour la fourmi qui restaure sa cité. Une courte après-midi au cap des cèdres du milieu pour observer les oies posées sur l'étang intérieur. Au retour, je trouve des traces d'ours fraîches mêlées aux miennes. Elles n'étaient pas là à l'aller. Les chiens ne manifestent rien. Je passe à nouveau devant la ruine de la cabane du Réfusnik. Faut-il à tout prix gagner les bois si l'on refuse son temps? On peut trouver silence dans ces voûtes intérieures. On peut aussi fermer les yeux. La paupière est l'écran le plus efficace entre soi et le monde. V.E. de Zavarotny m'a souvent parlé du dissident qui vivait là et me le décrivait comme un gentil bougre. L'idée de l'existence de cette belle âme accordée à la brutale beauté de ces lieux me rend la cabane bienveillante. J'imagine le pauvre hère cueillant l'oignon sauvage pour accommoder ses ongles, parlant aux oiseaux et laissant les restes des poissons sur la grève à la disposition des renards. Il n'y a que chez moi à Paris que les intellectuels nourrissent une fascination à l'endroit des salauds et héroïsent les criminels. C'est l'erreur, dénoncée par Varlam Chalamov dans ses essais sur le monde du crime. Il semble que tous les écrivains aient versé leur écho à cette demande inopinée de romantisme du crime, cette poétisation effrénée des malfrats. Les criminels ne sont pas des loups héroïques, et les cabanes qui les ont abrités n'irradient pas d'un halo de douceur. Les hautes pressions accumulées au pied des montagnes me plongent en léthargie pour le reste de la journée. Mornes heures d'ennui, bercées dans le hamac. Je n'ai même pas la force de lire. Je somnole sous un cèdre quand un orage me chasse dans la cabane. Alors se déploie en moi un immense sentiment de sécurité procuré par le spectacle d'une tasse de thé fumant pendant que dehors, le ciel se déchaîne. L'Ouest est en fusion. La pluie a été inventée pour que l'homme se sente heureux sous un toit.
Les chiens sont sous l'auvent. Le cigare et la vodka, compagnons idéaux de ces moments de repli. Aux pauvres gens, aux solitaires, il ne reste que cela. Et les ligues hygiénistes voudraient interdire ces bienfaits pour nous faire parvenir à la mort en bonne santé? L'orage a passé et l'air sèche la forêt. À la jumelle, je distingue un ours dressé à 200 ou 300 mètres sur la grève sud. Il reste immobile. Puis je comprends que les rochers vibrent dans l'air du soir. Je suis en train de palpiter devant un mirage. Le soir, je fais du pain. Je pétris longtemps la pâte. Pas de contact plus doux à la main du solitaire. On comprend le rapport qui s'est exprimé par les mots et les expressions entre la pâte et la chair. Les boulangères sont des figures aphrodisiaques. Elles évoquent un érotisme sain, rose, grassouillet. Je mange mon pain et me force à ne plus penser aux boulangères parce qu'il me reste 2 mois à vivre dans ce trou.